Ma famille a dit que je rendrais le mariage gênant. Ils l'ont dit comme un fait, pas comme une insulte. La voix de ma mère était calme, le fiancé de ma sœur arborant un sourire narquois en arrière-plan. Essaie juste de ne pas gâcher la journée de ta sœur pour une fois, d'accord, a-t-elle ajouté, comme si m'humilier était une faveur. Pas de cris, pas de scène, juste un exil silencieux enveloppé de sourires polis. Je les ai regardés s'éloigner en voiture ce matin-là, le véhicule rempli de roses et de promesses. Je ne les ai pas suivis. Je suis resté à la maison, traçant la lumière du soleil sur le sol, me demandant comment une famille pouvait célébrer en effaçant quelqu'un. Ce soir-là, la nouvelle est tombée, et leur journée parfaite est partie en fumée. J'ai grandi dans une maison où le silence était une forme d'amour, où l'approbation de ma mère venait par de petits hochements de tête et les éloges de mon père par des sourires figés. Ma sœur, Léa, était celle qui brillait, le genre de personne que tout le monde se précipitait pour protéger, même de ses propres erreurs. J'étais la bâtisseuse, celle qui nettoyait les dégâts, qui s'assurait que les choses aient l'air à nouveau parfaites avant que quiconque ne remarque les fissures. C'est peut-être pour ça que je suis devenu entrepreneur en restauration. J'aimais réparer ce que les autres cassaient, les vieilles maisons, les meubles, parfois même les gens. Quand Léa a annoncé ses fiançailles, je voulais être heureuse pour elle. Vraiment. Je l'ai aidée à choisir les fleurs, j'ai mesuré le jardin pour des sièges supplémentaires, j'ai même payé la compte pour le lieu de réception quand sa carte a été refusée. Je me disais que c'était ce que font les familles. Mais plus le mariage approchait, moins on avait besoin de moi. Les conversations de groupe sont devenues silencieuses. Les appels de planification se déroulaient accidentellement sans moi. Au début, j'ai pensé que c'était un oubli. Puis j'ai réalisé que c'était intentionnel. Maman est devenue la messagère. Elle a appelé avec ce ton excessivement prudent, celui qu'elle utilisait quand elle avait déjà pris une décision pour moi. Ce sera une petite cérémonie, a-t-elle dit. Nous voulons juste que tout soit paisible. Paisible pour qui, ai-je demandé. Elle a soupiré, comme si je l'épuisais déjà. Essaie juste de ne pas gâcher la journée de ta sœur pour une fois. D'accord. Cette phrase m'est restée sur la poitrine comme une pierre. Je voulais demander quand j'avais déjà gâché quoi que ce soit, quand couvrir les dettes de Léa, garder ses enfants ou co-signer son prêt pour son café raté comptait comme du sabotage, mais je ne l'ai pas fait. On ne peut pas gagner une guerre dont ils n'admettent pas l'existence. La semaine suivante, je suis allé chez mes parents pour déposer des outils dont papa avait besoin pour son projet de garage. La maison avait l'air comme d'habitude, moulure victorienne, peinture écaillée, rideaux tirés. À l'intérieur, maman arrangeait des roses blanches dans un vase. Pour le dîner de répétition, a-t-elle dit. La cuisine sentait les bougies à la vanille et le contrôle. L'essayage de la robe de ta sœur est ce soir. Tu pourrais venir si tu promettais de ne pas rendre les choses inconfortables. J'ai failli rire. La ligne entre l'invitation et l'insulte était si fine dans cette famille qu'elle était pratiquement invisible. Ne t'inquiète pas, lui ai-je dit. Je ne rendrai rien d'inconfortable. Son sourire s'est crispé, comme si le soulagement et la culpabilité partageaient le même visage. Ce soir-là, je me tenais sur mon porche, regardant le soleil descendre derrière les Alpes, l'air vif de pain et de pluie à venir. J'ai pensé à la facilité avec laquelle les gens peuvent réécrire l'histoire, comment mon absence deviendrait la preuve que je ne m'en souciais pas, et non le résultat du fait qu'on m'ait dit de ne pas venir. Quelque part, la musique commençait, une célébration que j'avais aidé à construire mais que je n'étais pas censé voir. Peut-être que le silence était vraiment de l'amour dans ma famille. Ou peut-être que c'était juste un nom plus joli pour l'effacement. La veille du mariage, mon téléphone a vibré avec des photos que je n'étais jamais censé voir. Ma cousine a posté un selfie de la répétition, mes parents au premier plan, Léa en blanc, son fiancé, Thomas, avec ce sourire de vendeur qui semblait toujours accompagné de petits caractères. La légende disait, demain, c'est le grand jour. Tout le monde avait l'air radieux. Tout le monde sauf moi. Parce que je n'étais pas là. Je me suis dit que je m'en fichais, que j'avais mérité un samedi tranquille, loin des politiques familiales. Mais quand les rires sur ces photos ont commencé à sembler trop bruyants, j'ai éteint mon téléphone et je me suis assise à mon établi. Le projet maçon, une ferme centenaire que je restaurais, m'attendait. J'ai passé mes mains sur le grain lisse du nouveau poteau que j'avais réparé. Solide, équilibré, stable, tout ce que ma famille n'était pas. Dans l'après-midi, un orage est arrivé sur Grenoble. Le ciel s'est meurtri de gris, le tonnerre pressant contre les fenêtres. J'ai fait du thé,
pas du vin cette fois, et j'ai essayé de me convaincre que rester à la maison était le bon choix. Pas de scène, pas de chuchotement, pas de munitions supplémentaires pour me peindre comme étant difficile. Pourtant, le silence semblait étrange, comme retenir sa respiration trop longtemps. À 18 heures, maman a appelé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pas de message vocal, pas de texto, juste le silence, qui, dans ma famille, n'était jamais la paix. C'était une punition. Quand la nuit est tombée, les lumières de la ville vacillaient à travers la pluie. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les phares s'estomper sur la rue mouillée, me demandant ce qui se passait à des kilomètres de là, au domaine de Bellefontaine. Je pouvais l'imaginer trop facilement, mes parents accueillant les invités avec des sourires répétés, Léa rayonnant sous des lustres que j'avais aidé à choisir, Thomas charmant tout le monde avec des compliments vides. Une notification a retenti. Une autre, puis des dizaines. J'ai pris le téléphone. Les messages de groupe ont afflué. Tu manques ça. La salle de bal est incroyable. Le meilleur mariage de l'année. J'ai fait défiler chaque photo, un couteau. Ma famille riant. Des flûtes de champagne levées, des toasts à de nouveaux départs. Puis un message a percé le bruit. Un texto direct de maman. J'espère que tu comprends pourquoi nous avons pensé que c'était mieux ainsi. Nous t'aimons. Sans point, sans émoji cœur, juste une déclaration, nette et définitive. J'ai posé le téléphone et les regardé fixement. La pluie dehors s'est épaissie en une averse continue. L'eau striait la vitre comme si la maison elle-même pleurait. J'ai murmuré, donc, je ne suis pas allé. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable d'avoir choisi de penser à moi. Pourtant, la culpabilité a une façon de se faufiler dans le silence. À 22 heures, j'avais fait les 100 pas dans la moitié de la maison, vérifiant les serrures, rangeant des outils qui n'en avaient pas besoin. Chaque son me faisait sursauter. Le tonnerre, le craquement des vieilles lattes du plancher, tout cela ressemblait à des pas, à des fantômes que je n'arrivais pas tout à fait à chasser. Je me suis assise par terre à côté de ma boîte à outils à moitié faite, l'odeur de vernis s'accrochant encore à mes mains. Si je me présentais au mariage, que se passerait-il? Me fusillerait-il du regard? Léa pleurerait-elle? Thomas sourirait-il en me qualifiant de dramatique? Je me suis imaginé debout devant les portes de la salle de bal, invisible, mais toujours en travers du chemin. Non, je n'irai pas. Pas cette fois. J'avais passé toute ma vie à réparer ce qu'ils cassaient, à couvrir leurs erreurs, à nettoyer leurs dégâts, à prétendre que tout allait bien. Mais les familles comme la mienne ne veulent pas la paix. Elles veulent l'obéissance déguisée en pardon. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté l'orage griffer le toit. Quelque part dans ce bruit se trouvait la liberté, le genre de liberté qui n'arrive que lorsqu'on a cessé de demander à être invité. Au bout de la rue, un transformateur a explosé, plongeant le quartier dans l'obscurité. Mon reflet a disparu de la fenêtre et, un instant, il n'y avait que moi et le bruit de la pluie, régulier et implacable. J'ai pensé, c'est peut-être à ça que ressemble un nouveau départ. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans ma famille, car quelques heures plus tard, quand les lumières sont revenues, le monde aussi est revenu. Et il était en feu. Cette nuit-là, l'orage a finalement éclaté. Des éclairs ont illuminé mes fenêtres, blancs et violents, fendant le ciel en deux. J'étais allongé sur le canapé, la télévision bourdonnant faiblement en arrière-plan, une rediffusion d'une émission de restauration que je ne regardais pas vraiment. Je me disais que je me fichais de ce qui se passait au domaine de Bellefontaine. J'avais fait ce qu'il fallait. Rester à l'écart était une force. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Une fois, deux fois, puis sans arrêt. Je l'ai ignoré au début. Probablement plus de photos. Plus de preuves de ce dont je ne faisais pas partie. Mais les vibrations n'ont pas cessé. Elles se sont multipliées, appels, textos, notifications de gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. J'ai attrapé le téléphone. L'écran brillait de chaos. Tu vois ça? Oh mon Dieu, mais Canal 8. Chloé, c'est ta sœur. Il s'est passé quelque chose. Mon estomac s'est noué. J'ai mis la télévision sur les nouvelles locales. Les images étaient tremblantes, prises par le téléphone d'un invité. Le bandeau disait, dernière minute, violence éclate à Bellefontaine. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une erreur. Puis je l'ai vue. Léa, ma sœur, dans sa robe de satin blanc, le maquillage coulant,
les cheveux en désordre. Elle criait. En face d'elle se tenait Thomas, l'homme qui n'avait été que charme et sourire facile, maintenant le visage rouge et furieux. Il a crié quelque chose, les mots perdus sous le vacarme de la foule. Puis il a levé la main. La gifle a claqué si fort à travers les haut-parleurs que j'ai sursauté. Des halètements ont résonné dans la salle de bal. La caméra a tremblé. Quelqu'un a crié. Puis la diffusion a été coupée. Je suis resté figé, mon verre de vin tremblant dans ma main. La pluie martelait le toit comme des applaudissements d'un autre monde. Mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman qui appelait. Je n'ai pas répondu. L'appel est allé sur la messagerie vocale, puis un autre, puis un autre. J'ai regardé le compteur d'appels manqués, grimpant de plus en plus haut. Chacun étant une petite excuse désespérée. Finalement, j'en ai écouté un. Sa voix est parvenue, faible et tremblante. Chloé, s'il te plaît, ta sœur est blessée. Elle a besoin de toi. Nous sommes à l'hôpital. S'il te plaît, viens. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine, ma respiration courte. Pendant des années, c'était mon rôle, accourir quand tout s'effondrait, nettoyer, réparer, pardonner. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Il m'avait dit que je gâcherais le mariage. Il s'est avéré qu'il n'avait pas besoin de mon aide. J'ai baissé le volume de la télévision. La voix du présentateur parlait encore d'agressions présumées et de charges en attente, mais tout cela semblait lointain, comme du bruit parasite. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. La rue brillait sous les lampadaires, silencieuse et lavée. J'aurais pu prendre mes clés, conduire jusqu'à cet hôpital, tenir la main de Léa comme je l'avais toujours fait. J'aurais pu être à nouveau la personne fiable. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Je n'avais pas été invité à sa joie. Pourquoi devrais-je être convoqué pour ces décombres? Mon reflet me fixait dans la vitre, fatigué, pâle, inflexible. Pas cette fois, ai-je murmuré. Le téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel. Une autre chance de retomber dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je l'ai mis en silencieux et l'ai posé face contre table. La maison était de nouveau calme, seule l'horloge faisait tic-tac. Quelque part, des sirènes hurlaient au loin. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Le matin après le mariage, la lumière du soleil semblait déplacée trop vive, trop normale pour ce qui s'était passé. Je me suis réveillé avec une autre avalanche de messages, de titres de journaux et une centaine de versions différentes de la même vidéo. Elle était partout maintenant, à la télévision, en ligne, même en rediffusion muette sur l'écran d'un café où je suis allé prendre un café. Un mariage local et se termine en agression, lisaient les légendes, passant en boucle les mêmes images granuleuses. Dans le clip, la robe blanche de Léa paraissait presque translucide sous les lustres, son visage strié de mascara. Le cri de Thomas était étouffé, mais le son de la gifle était sans équivoque. Le halètement de la foule était assez aigu pour percer la pièce chaque fois que je l'entendais. Le bouquet de quelqu'un est tombé par terre. Du champagne s'est renversé. Des appareils photo ont flashé. C'est comme ça que ça s'est terminé. L'heure, pour toujours, capturée en 30 secondes de chaos. À midi, l'histoire s'était répandue au-delà de Grenoble. Chaque média recyclait les mêmes détails, un ingénieur éminent agresse sa mariée lors d'un mariage au domaine de Bellefontaine. Quelques tabloïds mentionnaient des tensions familiales. Quelqu'un a même déterré l'entreprise de café raté de Léa, la dépeignant comme malchanceuse en affaires, malchanceuse en amour. Et moi? Ils m'ont complètement laissé de côté, ce qui me convenait. Pour une fois, cela ne me dérangeait pas d'être invisible. Le premier coup à la porte est venu cet après-midi-là. Je n'ai pas eu besoin de regarder par le Judas. Une seule personne frappait comme ça, 3 coups rapides, une longue pause, puis 2 autres. Le rythme du contrôle. J'ai ouvert la porte. Maman se tenait là, le visage pâle, les cheveux tirés en un chignon désordonné qui ne lui allait pas. Elle avait l'air plus petite, comme si le poids de la honte publique avait tassé sa colonne vertébrale. Chloé, a-t-elle murmuré, entrant avant que je puisse répondre. Ta sœur se repose. La police a interrogé Thomas ce matin. J'ai hoché la tête une fois, les bras croisés. Tu devrais probablement t'asseoir. Elle ne l'a pas fait.
Elle est allée directement à mon comptoir de cuisine, le même endroit où elle m'avait réprimandé des mois auparavant pour ne pas avoir appelé assez souvent, et s'est agrippée à son bord comme s'il pouvait la soutenir. C'était horrible, a-t-elle dit. Il a juste craqué. Personne ne l'a vu venir. Je suis restée silencieuse. Ses yeux se sont levés. Je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais s'il te plaît, ne rends pas les choses pires. Cette phrase a failli me faire rire. Pire? Tu m'as dit de ne pas venir. Je ne suis pas venu. Et ça s'est quand même transformé en désastre. Dis-moi en quoi c'est de ma faute. Je n'ai pas dit que c'était de ta faute. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Pendant un long moment, seul le bourdonnement du réfrigérateur a rempli l'espace entre nous. Puis elle a murmuré, ta sœur demande après toi. J'ai expiré lentement, essayant de calmer le flot d'émotions contradictoires, colère, culpabilité, pitié. Bien sûr qu'elle le fait, ai-je dit finalement. Elle demande toujours après moi quand les morceaux sont déjà brisés. Chloé, s'il te plaît. Elle a besoin de soutien. La presse. Je l'ai interrompu. La presse passera à autre chose. Ils le font toujours. Mais toi, je me suis approché, tu m'as dit que rester à la maison était mieux. Tu m'as dit que ma présence gâcherait tout. Elle a tressailli. J'essayais de la protéger. Non, ai-je dit. Tu essayais de protéger l'illusion. Ses yeux ont brillé, mais elle n'a pas pleuré. Ma mère ne pleurait jamais quand les gens regardaient. Après son départ, je me suis assise à la table de la cuisine, le poids de son parfum flottant encore dans l'air, lilas et culpabilité. Pendant des années, j'avais accepté que c'était à ça que ressemblait l'amour dans notre famille, sélectif, conditionnel, joli quand il voulait être vu. Mais la vérité était plus simple. L'amour qui exige votre silence n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. 2 jours plus tard, mon père est passé. Il n'a pas frappé, il est juste apparu à l'entrée de mon garage, s'essuyant la graisse des mains comme s'il sortait tout droit d'un de ses projets à moitié finis. Ta mère a dit qu'elle était passée, a-t-il marmonné. C'est vrai. Il a hoché la tête, ses yeux parcourant les outils accrochés au mur. Tu as toujours gardé les choses en ordre. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il a grimacé mais n'a pas discuté. Ta mère le prend mal. Elle se sent coupable. Elle devrait, ai-je dit. C'est elle qui a construit ça. Il a baissé les yeux. Léa retourne vivre avec eux. Les enfants aussi. Bien sûr qu'elle le fait. Elle veut te voir. Je me suis retourné pour lui faire face. Et toi, qu'est-ce que tu veux, papa? Il a hésité. Je veux la paix. J'ai secoué la tête. La paix, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Il n'est pas resté longtemps après ça. Il a juste laissé une enveloppe brune sur l'établi avant de partir. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents de prêt, la preuve que l'argent que je leur avais envoyé pour l'aide hypothécaire avait été utilisé pour couvrir les dettes commerciales de Léa. Chaque page était un rappel de jusqu'où allaient les mensonges. J'aurais pu les confronter à ce moment-là. J'aurais pu crier, appeler la banque, signaler la fraude. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce que la vengeance, avais-je appris, n'était pas une question de fureur. C'était une question de timing. Alors, j'ai attendu. Une semaine plus tard, un journaliste local m'a contacté pour un commentaire. « Vous êtes bien Chloé Martin ?» La sœur de la mariée, a-t-elle demandé. Nous avons entendu dire qu'il y a plus à l'histoire. J'ai failli tout lui dire, sur le favoritisme, les mensonges, la façon dont mes parents réécrivaient l'histoire chaque fois que Léa échouait. Mais ensuite, j'ai pensé à ce que le silence avait fait pour moi jusqu'à présent. Il ne m'avait pas seulement protégé, il les avait révélés. Sans commentaire, ai-je dit et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents. Des journalistes rôdaient encore sur le trottoir, leurs caméras braquées sur la lumière du porche. À travers les rideaux, j'ai vu maman faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Papa était assis à table, les épaules lourdes. La silhouette de Léa se déplaçait à l'étage, lente et incertaine. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste continué à conduire. Le lendemain matin, j'ai envoyé par la poste à la banque des copies des documents. Pas anonymement, pas avec malice, juste la vérité livrée là où elle devait l'être.
Je n'avais pas besoin de regarder les retombées. Un mois plus tard, la maison est devenue silencieuse. Pas de journalistes, pas de fêtes, pas de lumière de Noël cette année-là. Mes parents ont vendu la propriété. Léa a commencé à travailler à 2 emplois, payant lentement ses propres factures. Personne ne m'a remercié, et c'était bien comme ça. Je ne cherchais pas la gratitude. Parfois, la justice ne crie pas. Parfois, elle vous laisse simplement seul assez longtemps pour que la vérité résonne. Un soir, je me suis assise sur mon porche, les montagnes virant au rose sous le coucher du soleil, un léger frisson rampant dans l'air. J'ai pensé à la fille qui réparait tout, celle qui aurait tout fait pour la paix. Elle était partie maintenant, remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin que toutes les maisons ne valent pas la peine d'être restaurées. Mon téléphone a vibré. Un texto de Léa. Je suis désolé. Je ne savais pas à quel point c'était grave jusqu'à ce que ça m'arrive. J'ai répondu, alors ne le répète pas, pas de sermon, pas de pitié, juste une ligne tracée nettement dans le sable. Quand j'ai posé le téléphone, le ciel était d'un bleu profond et calme. Quelque part derrière ces montagnes, le domaine de Bellefontaine se tenait vide. Fleurs fanées, lumières éteintes, fantômes laissés à eux-mêmes. Leur journée parfaite avait brûlé. Et pour une fois, ce n'était pas moi qui tenais l'allumette. Les mois ont passé, et le chaos s'est dissipé comme la fumée après un incendie. Le scandale s'était installé dans le silence. De nouveaux titres de journaux ont remplacé les anciens, et le monde a cessé de s'en soucier. Mais je ne pouvais pas oublier ce que j'avais appris, à quelle vitesse l'amour devient conditionnel lorsque le contrôle est menacé, avec quelle facilité une famille peut confondre le silence avec le pardon. Le domaine de Bellefontaine a rouvert pour de nouveaux mariages ce printemps-là. Je suis passé devant une fois, par curiosité. Les roses avaient disparu, remplacées par des tulipes. Aucune trace de ce qui s'était passé, juste des planchers en bois poli et des murs fraîchement peints. Tout avait l'air parfait à nouveau, comme si rien ne s'était jamais fissuré. Mais je savais mieux. On peut nettoyer le sang sur du marbre. On ne peut pas effacer la culpabilité de la mémoire. Léa est restée silencieuse pendant un certain temps. Elle a trouvé un appartement, un travail chez un fleuriste local, et a cessé de compter sur quelqu'un pour la sauver. Quand elle a envoyé des photos de ses enfants l'aidant à déballer ses cartons, je n'ai pas ressenti d'amertume, juste du soulagement. Peut-être qu'elle avait enfin appris ce que j'avais appris, se tenir debout par soi-même fait moins mal que de s'agenouiller pour obtenir l'approbation. Quant à mes parents, ils ont vendu la vieille maison victorienne et ont déménagé dans un endroit plus petit. Personne ne m'a dit où, et je n'ai pas demandé. Certaines portes, une fois fermées, n'ont pas besoin d'être rouvertes. Les week-ends, je continuais à travailler, à restaurer de vieilles maisons, à poncer la pourriture, à découvrir la beauté sous des années de négligence. Un après-midi, en polissant une rampe en chêne, j'ai réalisé quelque chose de simple. J'avais passé toute ma vie à réparer des choses qui ne m'appartenaient pas. Maintenant, je ne réparais que ce que je choisissais. Parfois, je pense encore à cette nuit-là, les lumières, le cri, les gros titres, mais pas avec colère, avec clarté. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas détruit leur journée parfaite. Ils l'ont fait. J'ai juste arrêté de prétendre qu'elle était parfaite. Je pensais que l'amour signifiait être là, peu importe combien de fois il fermait la porte. Maintenant, je sais que l'amour signifie aussi s'éloigner lorsque le coup est votre paix. Je reçois encore des messages d'inconnus qui ont vu la vidéo, des gens qui demandent si c'était moi. Je leur dis la vérité, c'était nous tous à un moment donné, aimant les mauvaises personnes trop longtemps. Les familles se brisent, guérissent, et parfois restent brisées. Mais le silence? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la liberté. Si cette histoire a résonné en vous, dites-moi d'où vous écoutez et abonnez-vous. Vous n'êtes pas seul.